Ce n'était pas un son. Un son, on peut l'entendre, en déterminer la direction, s'y préparer. C'était une vibration. Basse, presque infrasonique. Elle ne s'était pas propagée dans l'air, mais à travers l'épaisse couche de glace, passant par les semelles de ses lourdes bottes d'hiver pour le frapper directement à la colonne vertébrale. Jean s'immobilisa, la ligne de pêche figée dans sa main gantée. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'immensité blanche et muette du lac des Roches, enchaînée par un gel de -30, semblait s'étirer à l'infini. Et c'est dans ce vide vibrant qu'il le vit. Sur la crête d'un amoncellement de glace et de neige, à une centaine de mètres de sa misérable petite tente de pêche, se tenait une silhouette noire. Pas un chien. La forme était trop massive, la posture trop assurée sur le fond d'une blancheur aveuglante. Un loup, absolument noir, comme un trou percé dans l'espace. Jean laissa lentement descendre sa main. Son cœur, qui jusqu'alors battait d'un rythme lent et apathique, eut soudain un soubresaut puissant et douloureux. Il avait été seul, maintenant, ils étaient deux. Puis, derrière le même amas de glace, une deuxième ombre apparut, puis une troisième. Ils ne hurlaient pas, ne rampaient pas. Ils avançaient simplement sur la glace comme des propriétaires sortant sur le seuil de leur maison. Un quatrième, un cinquième. En moins d'une minute, un cercle de 8 prédateurs couleur de charbon entourait Jean, sa tente et son petit trou dans la glace. Le froid, qui n'était jusqu'alors qu'un simple bruit de fond, un élément du paysage, devint soudain tangible, collant. Il s'insinua sous son anorak usé mais de bonne qualité, hérissant les poils sur sa peau. Jean, ancien sismologue, un homme habitué à expliquer le monde par des chiffres et des graphiques, sentit une terreur primitive et irrationnelle monter des profondeurs de son âme. Sa raison murmurait, les loups attaquent rarement l'homme. Ils ont peur. Mais ses yeux voyaient autre chose. Ils voyaient leurs flancs maigres et tendus. Ils voyaient la vapeur s'échapper de leurs naseaux à chaque expiration. Ils voyaient la faim. Une faim qui, au cœur d'un hiver féroce, abolit toutes les règles et tous les instincts. Sa main glissa d'elle-même vers sa ceinture, cherchant le manche froid de son lourd couteau de chasse. Un morceau de ferraille inutile contre 8 incarnations de la mort aux crocs acérés. À côté de sa caisse, reposait la tarière à glace. La seule chose qui ressemblait de loin à une arme. Un an plus tôt, ses mains n'auraient pas tremblé. Un an plus tôt, il ne se serait jamais retrouvé ici, au cœur d'un lac gelé, à plusieurs kilomètres de la rive. Mais un an plus tôt, sa femme, Monique, était encore en vie. La voix de son fils, Léo, résonna dans ses oreilles. Un solide gaillard de 30 ans, membre du centre de secours, avec des mains comme des pelles et un regard éternellement inquiet. Leur dernière conversation avait été brève et amère. « Père, ne fais pas l'idiot. Tu as vu les bulletins ? Des secousses sont signalées dans toute la région. La glace sur le lac des Roches est déjà imprévisible en temps normal. » J'en avais fait qu'un geste dédaigneux de la main. « Je connais ce lac mieux que tu ne connais ta caserne. Ne t'en mêle pas. Tu ne te punis pas toi-même, tu nous punis. Maman n'est plus là. Et maintenant, tu vas disparaître aussi ?» Ces mots avaient tout brisé en lui. Il avait attrapé son sac à dos et était sorti en silence, laissant sur la table de la cuisine une note courte et rageuse, « Ne me cherche pas. » Et maintenant, debout sous le regard fixe de 8 paires d'yeux jaunes, il comprenait toute l'ironie monstrueuse de son escapade. Il avait cherché l'oubli, un moyen de partir discrètement, sans témoin, et il avait trouvé la mort la plus cruelle et la plus primitive que l'on puisse imaginer. Le chef de meute était immense. Même à distance, on voyait qu'il était plus grand que les autres. Une vieille et profonde cicatrice traversait son museau, de l'œil jusqu'à la commissure de ses lèvres, lui donnant un air particulièrement féroce. Il ne grognait pas, il se contentait de regarder. Et dans ce regard, il n'y avait pas de haine. Il y avait autre chose, d'incompréhensible, quelque chose de lourd et d'ancien. Un des jeunes loups, sur la gauche, fit un mouvement impatient, un pas en avant. Le poil de sa nuque se dressa. Le chef ne tourna même pas la tête. Il émit un son bref et guttural, semblable à un grondement, et le jeune loup s'immobilisa aussitôt, la queue entre les pattes. C'était étrange. La discipline de la meute était stupéfiante. Il ne s'agitait pas, ne se jetait pas sur lui. Il maintenait le cercle, le resserrant lentement, presque imperceptiblement. Centimètre par centimètre. Et de nouveau cette vibration.
plus net cette fois. La glace sous ses pieds trembla à peine, et quelque part au loin, vers la rive, un craquement sourd retentit, comme si un os de géant s'était brisé. En tant que sismologue, Jean connaissait ces bruits, mouvements de la croûte, tension, mais son cerveau, empoisonné par le chagrin, refusait de fonctionner. Il mit cela sur le compte du gel. Chose courante pour un grand lac. Les loups, en revanche, réagirent instantanément. Tous plaquèrent leurs oreilles en même temps. Le chef leva la tête et huma l'air. Mais il ne regardait pas Jean. Il regardait la glace sous les pieds du pêcheur. Et c'est alors que Jean comprit. L'attente était terminée. Ça allait commencer. Il n'avait pas l'intention de mourir sans se battre. L'apathie s'évapora, remplacée par une rage alimentée par l'adrénaline. Il dégaina son couteau. Dans son autre main, il saisit la tarière à glace, qu'il brandit comme une courte lance. Alors, venez. Qui est le premier? Cria-t-il d'une voix rauque dans l'air glacial. Sa voix sembla pitoyable et faible dans ce désert de glace. Les loups ne répondirent pas. Ils firent simplement un pas de plus en avant. Le cercle se resserra à 30 mètres. C'était la distance d'un seul bond. Jean promenait son regard d'un prédateur à l'autre, essayant de deviner d'où viendrait l'attaque. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. Soudain, le chef à la cicatrice émit un grondement sourd. Mais ce grondement n'était pas dirigé contre Jean. Il semblait s'adresser au lac lui-même. Au même instant, le plus jeune et le plus impatient des loups, celui que le chef avait déjà arrêté, s'élança. Il volait, flèche noire et basse au-dessus de la neige blanche. Et sa cible n'était pas Jean. Sa cible était la tente, plantée à quelques mètres derrière le pêcheur. Jean se retourna instinctivement, pointant la tarière devant lui, mais le loup passa à côté de lui, planta ses crocs dans la toile et la déchira avec fureur. Le tissu céda dans un bruit de déchirement, des lambeaux volèrent. L'acte était si illogique, si insensé, que Jean en resta pétrifié une seconde. Pourquoi la tente? Puis il vit deux autres loups rejoindre le premier. Il ne déchirait pas son sac à dos avec ses provisions, ne cherchait pas de nourriture. Il détruisait avec une haine animale son abri, son unique îlot de chaleur et de sécurité illusoire. Et soudain, Jean comprit. Il ne lui laissait aucune retraite. Il lui coupait le chemin de retour vers son campement. Il était seul sur la glace nue. Et la seule chose qui lui restait était sa caisse de prise, que les loups ignoraient ostensiblement. La meute s'immobilisa de nouveau, mais quelque chose avait changé dans leur formation. Derrière Jean, là où se trouvait la tente, se tenaient 3 loups. Ils lui bloquaient la retraite. Les 5 autres, menés par le chef, se tenaient devant lui. Il ne lui laissait qu'un seul couloir, une seule voie de fuite. Mais elle ne menait pas vers la rive en pente douce d'où il était venu et où il avait laissé sa voiture. Elle menait dans la direction opposée, vers des falaises sauvages et abruptes qui s'élevaient directement de la glace. C'était un piège. Le coincer contre les rochers infranchissables, où il n'aurait nulle part où aller. La décision fut instantanée. Fuir, mais pas vers les falaises. Fuir par là où il était venu. Forcer leur barrage. Il serra le manche de la tarière à glace jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, prit une profonde inspiration qui lui brûla les poumons et, avec un cri sauvage, se jeta en avant, droit sur le chef de meute. Il s'attendait à tout, un bond furieux, des crocs acérés, la douleur. Mais le chef ne bougea pas. À sa place, 2 autres loups jaillirent comme des éclairs noirs. Ils ne le mordirent pas. Avec une précision incroyable, ils le heurtèrent de leurs épaules sur les flancs, le faisant tomber. Jean s'effondra sur la glace, sa tête heurtant douloureusement l'occiput. La tarière vola sur le côté. Tout devint noir un instant. Quand sa vision revint, il vit au-dessus de lui le museau du chef, énorme, avec ses yeux jaunes et sa vieille cicatrice. De sa gueule s'échappait une vapeur qui sentait la viande crue. Le loup retroussa ses babines, et un grondement sourd et caverneux força Jean à se plaquer contre la glace. Mais il n'attaquait pas, il se tenait simplement au-dessus de lui, l'empêchant de se relever. Et toute la meute se mit à bouger, lentement, inexorablement, le poussant, lui qui était allongé sur la glace, dans cette unique direction. Vers les falaises. Le grognement n'était pas méchant. De cela, Jean était certain. Il était exigeant, insistant,
comme la sirène d'une locomotive qui ne peut dévier de sa voie. Le loup à la cicatrice ne montrait pas les crocs, il gardait simplement la gueule entr'ouverte, et ce son bas et vibrant semblait provenir des entrailles même de la terre. La peur, qui s'était un instant retirée, revint, mais elle était différente maintenant. Ce n'était plus l'horreur poisseuse de la victime, mais la panique froide et lucide d'un homme pris dans un mécanisme incontrôlable. Il essaya de bouger, de rouler sur le côté, mais deux autres loups s'avancèrent aussitôt de manière synchronisée, grognant sourdement. Ils étaient partout. Des ombres noires sur le blanc, leur souffle se mêlant au sien dans l'air glacial. Il était piégé, mais ce n'était pas un abattoir, c'était un convoi, forcé. Jean commença à se relever, lentement, très lentement. D'abord à quatre pattes, puis, s'appuyant sur un genou, il se redressa. Personne n'attaqua. Le chef recula d'un pas, sans le quitter de ses yeux jaunes. Toute la meute, comme un seul organisme, répéta son mouvement, maintenant la distance. Et de nouveau ce geste de la tête. Un signe à peine perceptible en direction des lointaines falaises sombres. Un ultimatum sans mots, marche. Dans la tête de Jean, c'était le vide. Les pensées pour sa femme, pour son fils, pour l'absurdité de son existence, tout s'était effacé. Il ne restait qu'un seul instinct, gravé par des millions d'années d'évolution. Survivre. Il fit un premier pas, puis un deuxième. Ses jambes étaient en coton, son crâne bourdonnait après le choc. Il marchait, et les loups marchaient avec lui. 4 devant et sur les côtés, dictant la direction, 4 derrière, coupant toute idée de fuite. C'était la scène la plus surréaliste qu'il aurait pu imaginer. Une procession funéraire où le défunt marche sur ses propres jambes, entouré de fossoyeurs silencieux. Il ne les regardait pas. Il regardait ses pieds, la neige tassée, ses lourdes bottes laissant des empreintes que des dizaines de pattes souples effaçaient aussitôt. Le craquement de la neige, le rythme mesuré de ses pas et la démarche silencieuse de la meute. Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait. 5 minutes, 10. Le temps s'était étiré en une éternité glaciale. Au même moment, à 30 km de là, dans le bureau chauffé du centre de secours, Léo frappa violemment du poing sur la table. Devant lui, sur une carte de la région du lac des Roches, un énorme ovale était entouré au marqueur rouge, en plein milieu de l'étendue d'eau. Il est là. J'en suis sûr, il est là. La voix de Léo se brisait. Le chef de l'unité, le colonel Pierre, un homme âgé au visage fatigué, secoua la tête. Léo, calme-toi. Je comprends, c'est ton père, mais tu connais les règles. La nuit, en pleine tempête de neige, sur une glace imprévisible, c'est la mort assurée pour l'équipe de secours. Les données des sismologues sont arrivées il y a 1 heure. L'activité augmente. Ce ne sont pas de simples fissures dues au gel. C'est sérieux. On attend l'aube. À 6 heures, on fera décoller l'hélicoptère. L'aube ? Explosa Léo. D'ici l'aube, il n'y aura peut-être plus personne. Vous avez vu sa note ? Ne me cherche pas. Il n'est pas simplement parti à la pêche. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas risquer ta vie en plus, et celle de tes hommes, trancha le colonel. C'est un ordre. Va te reposer. Léo regarda par la fenêtre. Dehors, la tempête hurlait, projetant des poignées de neige piquantes contre la vitre. Il hocha la tête. À vos ordres, mon colonel. Il se retourna et sortit du bureau, fermant la porte derrière lui avec un calme ostentatoire. Mais il n'alla pas dans la salle de repos. Il alla au garage. Sa motoneige, fidèle et robuste, était là, le réservoir plein et prêt à partir. Elle était toujours prête. Le sentiment de culpabilité pour la dispute du matin le brûlait de l'intérieur plus fort que n'importe quel gel. Tu ne te punis pas toi-même, tu nous punis. Ses propres mots résonnaient dans ses oreilles comme une condamnation. Il enfila rapidement son casque, jeta une trousse de secours, un thermos, un pistolet lance-fusée et sa fidèle carabine sur le siège arrière. Pas pour les loups, pour donner un signal. 5 minutes plus tard, le vrombissement de sa motoneige se noya dans le hurlement de la tempête. Il partait seul, contre les ordres, contre le bon sens, guidé par un espoir désespéré et une peur dévorante. Jean respirait lourdement. Chaque inspiration était comme une gorgée de verre pilé. Ils avaient déjà parcouru au moins 1 kilomètre. Il se retourna.
L'endroit où se trouvait sa tente n'était plus qu'un point sombre à peine visible à l'horizon. Les loups ne lui accordaient aucun répit. Dès qu'il ralentissait, l'un de ceux qui étaient derrière s'approchait, et son souffle chaud sur sa nuque le forçait à accélérer de nouveau. Il ne le pressait pas, il le guidait à une vitesse monotone et épuisante. Et de nouveau cette vibration. Mais cette fois, elle était complètement différente, longue, traînante, comme si une chaîne de géants avait été traînée sous les mètres d'épaisseur de glace. La glace sous ses pieds ne fit pas que trembler, elle gémit, un son long et plaintif, comme une énorme créature vivante à l'agonie. À ce moment, quelque chose se débloqua dans l'esprit de Jean. Le brouillard d'apathie et de peur commença à se dissiper, et à travers lui perça la lumière froide de la logique. L'esprit du scientifique, qu'il avait si consciencieusement noyé dans le chagrin au cours de la dernière année, se réveilla brusquement. Il regarda les loups. Ils s'étaient figés, tous comme un seul, plaqués contre la glace, la tête rentrée dans les épaules. Le poil de leur nuque était hérissé. Le chef à la cicatrice gémit doucement, un son fin et plaintif, qui ne correspondait absolument pas à son apparence redoutable. Ils ne regardaient pas Jean. Toute leur attention était rivée sur la glace sous eux. Activité sismique, secousse, glace imprévisible. Les mots de son fils résonnèrent dans sa tête comme un tocsin. Il se souvint des vieilles cartes qu'il avait dessinées 20 ans auparavant. Des cartes des failles tectoniques passant directement sous le fond du lac des Roches. Il se souvint des cours sur le comportement des animaux avant les tremblements de terre, leur hypersensibilité aux vibrations de basse fréquence de la croûte terrestre. Il regarda la direction où il le menait, vers les falaises, une rive solide et monolithique qui faisait partie de la plaque continentale, puis il regarda en arrière, d'où il venait, vers le centre du lac, juste au-dessus de l'intersection de deux failles profondes. L'endroit le plus instable, le plus dangereux sur des dizaines de kilomètres à la ronde. La prise de conscience s'abattit sur lui comme une avalanche. Une sueur froide perla sur son dos, surpassant le gel. Il ne chassait pas. Il ne le menait pas dans un piège. Il se sauvait. Il fuyait une mort imminente qu'ils sentaient avec leurs instincts animaux. Et lui, l'homme, s'était trouvé sur leur chemin. Et eux, obéissant au même instinct qui pousse un chien de berger à rassembler un mouton égaré dans le troupeau, l'emmenaient simplement avec eux. En sauvant leur vie, ils sauvaient aussi la sienne. Le choc fut si violent que ses jambes se dérobèrent. Il trébucha et faillit tomber. Aussitôt, l'un des loups qui courait à ses côtés le poussa du museau humide dans le flanc, sans agressivité, avec insistance. « Marche, ne t'arrête pas. » Jean se redressa. Maintenant, il ne marchait plus par peur, il marchait par compréhension. Il était devenu une partie de cette étrange meute sauvage, unie par un seul but, survivre. Il n'était plus une victime. Il était un fugitif, comme eux. Il commençait même à les distinguer. Voici le chef, qui les guidait avec une assurance inébranlable. Voici le jeune impatient, qui courait maintenant à ses côtés, sans plus faire de mouvements brusques. Et voici la grande louve, qui fermait la marche, regardant constamment derrière elle la glace tremblante. Il marchait, et le temps se contracta de nouveau. Chaque seconde comptait. Et c'est là que ça arriva. Devant eux, à environ 200 mètres, un craquement assourdissant retentit, semblable à un coup de canon. Droit sur leur chemin, d'une rive à l'autre, la banquise se fendit. Une bande d'eau noire comme du goudron, large de plusieurs mètres, les coupa instantanément des falaises salvatrices. De la vapeur s'élevait de la faille. La glace de chaque côté de la fissure ondula. Les loups s'arrêtèrent net, se regroupant. Leur chemin vers le salut était coupé. Le fracas de la glace brisée roula sur le lac, se répercuta sur les falaises et revint en un écho multiple, étouffant tous les autres sons. Devant eux, un abîme noir et bouillonnant s'ouvrait. La bande d'eau, large de 5 mètres, s'élargissait rapidement. De la vapeur s'en élevait, épaisse, chaude, sentant l'ozone et l'eau froide. La glace de part et d'autre de la fissure ne se contentait pas d'onduler, elle respirait, montant et descendant comme la poitrine d'un géant endormi avec un gémissement terrifiant. Les loups s'étaient blottis les uns contre les autres. Leur corps était tendu, leur fourrure hérissée. Ils étaient piégés. Entre la nouvelle fissure mortellement dangereuse devant eux et la plaque déjà connue mais toujours instable derrière eux, qui menaçait à chaque seconde de s'effondrer complètement. Jean aussi s'était figé. Son cerveau, tout juste sorti de sa torpeur, fonctionnait à plein régime.
La faille coïncidait très probablement avec l'une des lignes de tension tectonique. Ce n'était pas une simple fissure, c'était une rupture, peut-être causée par une secousse profonde. L'eau du lac, bien que froide, n'était pas complètement gelée sous la glace. Et maintenant que les plaques de glace de plusieurs tonnes s'étaient déplacées, une énorme étendue d'eau libre s'était formée. Il était impossible de la traverser, ni pour un homme, ni pour des animaux. Ils étaient dans une impasse. La mort de tous côtés. L'eau glacée devant, l'effondrement de la glace sous leurs pieds et derrière eux. Le chef leva la tête. Son regard oscillait entre l'eau noire et la glace chancelante. Puis il se tourna brusquement vers Jean. Cette fois, dans ses yeux, on ne lisait pas une exigence, mais une sorte de désarroi animal et sauvage, mêlé de désespoir. Il grogna doucement. Pas contre Jean. C'était plutôt un gémissement, arraché du plus profond de son être. Les autres loups se mirent aussi à gémir, piétinant nerveusement. Ils sentaient le danger approcher, mais ne savaient pas comment l'éviter. Leurs instincts, qui leur avaient jusqu'alors indiqué le chemin sans faillir, étaient désormais inutiles. Et c'est alors que la glace sous les pieds de Jean trembla à nouveau. Fortement cette fois, très fortement. Pas une simple vibration, mais une secousse qui lui fit perdre l'équilibre. Il tomba à genoux. Aussitôt, un craquement encore plus fort retentit derrière lui. Jean se retourna. Au loin, là où se trouvait sa tente il y a un instant, béait maintenant un trou énorme. La plaque de glace sur laquelle il se tenait venait de s'effondrer. L'eau jaillit en une eau de fontaine, mêlée d'éclats de glace, et retomba avec un bruit sourd. Il n'y eut pas de vague pour les balayer. Simplement une quantité inimaginable de glace et d'eau qui s'engouffra dans l'abîme du lac. Toute la partie centrale du lac, sur laquelle il avait si imprudemment marché, avait disparu. Il se trouvait à quelques mètres de cet endroit. Il avait miraculeusement échappé à la mort, lui et les loups, mais ils étaient maintenant au bord du gouffre. Le chef, qui observait la scène, poussa un hurlement long et plaintif. C'était un son de chagrin et de désespoir absolu. Toute la meute lui répondit. Un hurlement a glacé le sang, qui se propagea en écho dans le désert de glace. Il n'était pas agressif, ni menaçant, mais rempli d'un désespoir pur et primitif. C'était un appel à quelque chose qui n'existait plus. Jean comprit. Ils venaient de perdre une partie de leur territoire, peut-être leurs sentiers, leurs abris. Lui, l'homme, n'était qu'un pion dans cette catastrophe, mais pour eux, c'était la destruction de leur monde. Et là, le chef se tourna de nouveau vers Jean. Mais maintenant, dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni désarroi. Il y avait de la détermination. Il s'approcha de Jean, presque jusqu'à le toucher. Une tête énorme aux yeux sombres et intelligents. Il le poussa du nez dans la main, puis dans la jambe, sans mordre, juste en poussant. Puis, de manière inattendue, il se mit à longer le bord de la faille, vers l'endroit où les falaises étaient encore plus hautes et plus abruptes. Il n'appelait pas Jean à le suivre. Il marchait simplement, mais d'une manière qui suggérait que Jean devait comprendre. Ce n'était pas un chemin de salut, c'était un chemin vers une dernière chance. Jean, emporté par le flot des événements, se leva. Il ne sentait plus le froid. Il ne sentait que ce lien étrange et incompréhensible avec les prédateurs. Il comprenait qu'ils n'avaient pas de plan. Ils avaient un instinct. Et cet instinct les menait plus loin, au cœur des falaises, vers un dernier espoir invisible. Ils marchaient le long de la faille, la contournant, mais sans s'éloigner de la rive. La glace sous leurs pieds continuait de gémir, mais moins fort. Il semblait que la catastrophe principale était passée, et que seules ses conséquences s'éteignaient. Léo, filant sur sa motoneige sur le lac gelé, vit soudain cela. Une énorme colonne d'eau et de glace s'élevant au centre du lac, puis un son sourd et grondant, semblable à un coup de tonnerre, mais venant de sous la terre. Il s'arrêta. Le moteur de la motoneige cala. Dans le silence qui s'installa, il n'y avait que le murmure de la tempête et un hurlement lointain, incomparable. Pas un seul loup, une meute entière. Un hurlement de désespoir total. Le cœur de Léo se serra. Il savait que son père se trouvait quelque part dans cette zone. Il savait que ce hurlement signifiait une catastrophe. Il leva la tête, essayant de discerner quelque chose à travers le voile de neige. Rien, seulement le néant blanc. « Père » murmura-t-il. Les larmes lui brûlaient les yeux, gelant sur ses joues.
Il redémarra la motoneige. Sa recherche se transforma en une course désespérée contre le temps. Il naviguait aux instruments, s'orientant grâce à la carte, se remémorant tout ce qu'il savait de son père. Son habitude de choisir les endroits les plus isolés, les plus sauvages, sa connaissance des failles tectoniques. Cette connaissance était maintenant une malédiction. Léo roulait à toute vitesse. La motoneige sautait sur les amoncellements de glace, menaçant de le désarçonner. Il sentait le sang se glacer dans ses veines. Mais le froid à l'intérieur était encore plus intense. La peur de perdre son père, définitivement, sans retour. Il devait le trouver, quoi qu'il arrive. Jean et les loups continuaient leur progression le long du rivage. Les falaises devenaient de plus en plus abruptes. Parfois, elles descendaient jusqu'à l'eau, parfois elles reculaient, formant de petites terrasses de glace. Le chef marchait en tête. Ses oreilles pointues captaient attentivement chaque son. Les autres loups le suivaient, se tenant proches les uns des autres. Jean, boitillant, fermait la marche. Il se sentait vidé, comme si toutes ses forces, physiques et morales, l'avaient quitté. Mais il continuait à marcher, non pas pour lui-même, mais pour eux. Il ne voyait plus en eux des prédateurs. Il voyait des compagnons d'infortune qui, pour une raison inconnue, l'avaient choisi comme compagnon. Soudain, le chef s'arrêta. Il se figea à l'entrée d'une gorge étroite, qui semblait n'être qu'une fente entre les rochers. Un courant d'air s'échappait de la gorge, mais ce n'était pas le vent glacial et piquant qui sifflait sur le lac. C'était un vent qui sentait la terre, les pierres mouillées et quelque chose d'autre, d'insaisissable, mais porteur d'espoir. Le chef jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis se tourna brusquement vers Jean. Ses yeux brillaient dans la pénombre grandissante. On y lisait une invitation, ou une dernière proposition désespérée. Les autres loups se regroupèrent autour de Jean, l'empêchant de passer. Ils ne grognaient pas, ils se contentaient de regarder, le poussant de leur corps vers l'entrée étroite. Jean comprit, ils avaient trouvé un abri, une grotte ou une crevasse. C'était leur seule chance de passer la nuit, de survivre à cette catastrophe. Entrer dans l'antre des prédateurs qui, quelques heures plus tôt, semblaient être ses assassins. Mais c'était la seule voie. Il n'y avait pas d'issue. Il prit une profonde inspiration et fit un pas dans l'obscurité. La terre froide et humide sous ses pieds, une odeur de moisis et d'animaux sauvages. Et derrière son dos, un par un, les loups entrèrent en silence. 2 devant, 2 derrière, et 3 sur les côtés. Ils ne le quittaient pas des yeux. Ils l'avaient amené dans leur refuge. Et maintenant, il était avec eux, dans leur tanière. L'obscurité était absolue, dense comme du velours. Elle sentait l'humidité séculaire, la pierre mouillée et le musc de la bête sauvage. Jean fit un pas, et le bruit de sa botte raclant le sol pierreux lui parut assourdissant. Dans cet espace confiné, il s'immobilisa, n'osant plus respirer. Derrière lui, les ombres noires se glissèrent silencieusement dans le passage étroit. Il ne les voyait pas, mais il les sentait. Il sentait leur chaleur, leur respiration, la tension de leurs muscles. Le dernier loup entra, et le passage, qui était la seule source de lumière grise et terne, s'assombrit. Ils étaient enfermés ensemble, au sein de la terre, dans l'antre des prédateurs. Jean se plaqua instinctivement le dos contre la paroi froide et humide. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner contre les murs de la grotte. Sa raison hurlait que c'était de la folie, que l'adrénaline de la poursuite allait retomber et que l'instinct de faim prendrait le dessus, que lui, homme affaibli et désemparé, deviendrait une proie facile dans ce cul-de-sac de pierre. Il tâtonna à sa ceinture pour trouver son couteau. L'acier froid du manche le calma un peu, mais il savait que ce n'était qu'une illusion de contrôle. Seul contre 8 dans le noir, chez eux. Une minute passa, qui parut une éternité. Rien ne se passait. Il n'entendait que leur respiration, calme, régulière, et le bruit de gouttes d'eau tombant de quelque part du plafond avec un ploc sourd. Ploc, ploc, ploc. Ce son devint son métronome, égrenant les secondes de sa nouvelle et étrange vie. Peu à peu, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Le noir absolu fit place à des nuances de gris. Il commença à distinguer de vagues silhouettes. La grotte n'était pas une simple fissure, mais une petite salle haute, s'enfonçant dans la falaise. Le chef à la cicatrice, qui était entré le premier, se dirigea vers le centre de la salle et, après avoir tourné plusieurs fois sur lui-même, se coucha lourdement, posant sa tête sur ses pattes.
Il émit un son guttural et bas, semblable à un soupir de soulagement. C'était un signal. Juste après lui, la grande louve trouva sa place. Elle se coucha près de deux individus plus jeunes et se mit à lécher méticuleusement leur fourrure ébouriffée et mouillée par la neige. Les autres loups se dispersèrent également dans la grotte, choisissant des places près des murs, mais aucun ne se coucha le dos tourné à Jean. Tous, même en s'installant pour se reposer, le gardaient dans leur champ de vision. Mais il ne montrait aucune agressivité. La tension qui flottait dans l'air se dissipa lentement. Il n'était plus intéressé par l'homme blotti contre le mur. La catastrophe à l'extérieur, le froid et la poursuite épuisante les avaient vidés de leur force. La tâche principale était maintenant de récupérer. Jean les observait, et la peur cédait lentement la place à l'étonnement du scientifique. Il ne voyait pas une meute d'assassins. Il voyait une famille, avec sa hiérarchie, ses rituels, son souci des uns pour les autres. Le jeune loup impatient qui s'était jeté sur la tente était couché, le museau posé sur le dos de son voisin, ses flancs se soulevant lourdement. Il était épuisé. L'homme était pour eux un élément étranger, une anomalie qu'il fallait contrôler. Ils l'avaient amené ici non par pitié, mais parce qu'il se trouvait sur leur chemin. Et l'instinct de préservation de la meute leur commandait de ne pas abandonner à une mort certaine quiconque se déplaçait avec eux. Peut-être que dans leur conscience collective, il n'était qu'une étrange partie bipède et sans poil de leur groupe de fugitifs. Jean, essayant de ne pas faire de mouvement brusque, glissa le long du mur et s'assit sur la pierre froide. Ses jambes bourdonnaient, son corps était endolori. Mais pour la première fois depuis 1 an, sa tête était claire. Les pensées de mort s'étaient envolées. Elles avaient été remplacées par une volonté de vivre simple, puissante, assourdissante. Léo n'entendait plus les hurlements. Le vrombissement du moteur de sa motoneige et le sifflement de la tempête couvraient tout. Il filait le long du lac, n'osant pas s'aventurer sur la glace centrale qui lui inspirait maintenant une terreur superstitieuse. Le GPS sur le guidon était son seul repère dans ce tourbillon blanc. Le point où il avait capté pour la dernière fois le signal du téléphone de son père le matin clignotait sur l'écran, mais il se trouvait maintenant au milieu d'une vaste zone marquée comme glace instable. Léo jurait entre ses dents. Il contournait d'énormes failles, s'enfonçait dans des congères, dégageait la motoneige en se brisant le dos. Il était trempé de sueur malgré le gel. Soudain, le faisceau de son phare arracha quelque chose d'inhabituel à la tempête. Des morceaux de toile déchirés, dépassant de la neige. Il s'approcha. C'étaient les restes de la tente de son père. À côté, une caisse de pêcheur renversée, et un peu plus loin, la tarière à glace. Et tout autour, des dizaines d'empreintes, non humaines, des empreintes de loup. Non, souffla Léo. Il sauta de la motoneige et tomba à genoux, déblayant la neige avec ses mains. Les traces partaient d'ici, du camp détruit, en direction des falaises. De nombreuses traces, et parmi elles, les empreintes de bottes humaines. Elles n'étaient pas désordonnées, comme lors d'une poursuite. Elles allaient droit, entourées par les traces de loup, comme si son père était mené sous escorte. Léo se releva d'un bond. Ses pires craintes firent place à la perplexité. Que s'était-il passé ici? Il regarda en direction des falaises. Il y avait encore plusieurs kilomètres, et entre lui et les falaises s'ouvrait maintenant la bande noire de l'eau libre. La même fissure qui avait coupé le chemin à son père. Il était coincé de ce côté, et son père. Son père était là-bas, avec les loups. Dans la grotte, régnait une pénombre et un calme relatif. La plupart des loups dormaient ou somnolaient, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud. Mais pas tous. Ce même jeune loup audacieux qui avait le premier attaqué la tente ne dormait pas. Il était couché, la tête sur les pattes, mais ses yeux jaunes étaient ouverts et fixaient intensément Jean. Dans son regard, il n'y avait pas la méfiance neutre des autres. On y lisait autre chose, de l'irritation, de la méfiance et de la faim. Jean le sentait. Il voyait le loup se lécher les babines en le regardant. L'adrénaline de la poursuite était passée, et maintenant les instincts animaux revenaient. La meute était épuisée, mais elle était aussi affamée. Le chef était peut-être trop sage ou trop occupé par la survie du groupe pour considérer l'homme comme de la nourriture. Mais le jeune loup pensait plus simplement. Il voyait devant lui une proie facile, une créature bipède et faible qui était venue d'elle-même dans leur tanière. Jean restait assis, immobile. Tout mouvement brusque pouvait être interprété comme une provocation.
Il sentait le froid le transpercer à nouveau jusqu'aux os. La chaleur des corps des loups n'atteignait pas son coin. Il commençait à geler. Il comprenait que s'il s'endormait simplement ici, sur la pierre nue, il pourrait ne jamais se réveiller. Il fallait bouger, se réchauffer. Mais comment? Le jeune loup leva la tête. Il regarda le chef endormi, puis de nouveau Jean. Lentement, très lentement, il commença à se lever. Silencieusement, comme une ombre. Le poil de sa nuque n'était pas hérissé, il ne grognait pas, il s'était simplement levé et avait fait un pas vers Jean, puis un deuxième. Ses mouvements étaient fluides, prédateurs. Ce n'était plus de la panique, ni de la fuite. C'était une chasse. À ce moment, la grande louve, qui somnolait à côté, leva la tête et grogna sourdement, sans ouvrir les yeux. Le jeune loup se figea. Il la regarda, puis de nouveau Jean. Il hésita une seconde, mais la tentation était trop forte. Il ignora son avertissement et fit un pas de plus. Pas plus de 3 mètres le séparaient maintenant de Jean. Et là, le chef à la cicatrice, qui semblait dormir profondément, se dressa sur ses pattes en un mouvement fulgurant. Il n'émit aucun son, il se plaça simplement entre le jeune loup et Jean. Son corps devint une corde tendue. Il était plus grand, plus massif, et sa seule posture dégageait une autorité indiscutable. Le jeune loup retroussa les babines, découvrant ses crocs blancs, et émit un grognement bas et menaçant. Il lançait un défi, ici même, dans l'espace confiné de la grotte, sous les yeux de l'homme pétrifié de terreur. Le chef lui répondit par un grognement identique, mais dans sa voix, il n'y avait pas que de la colère, il y avait du métal. C'était le son d'une condamnation. L'air de la grotte devint électrique. La meute se réveilla. Tous les loups se levèrent, observant le combat imminent entre les deux mâles. Et Jean comprit que sa vie ne dépendait pas de son couteau ni de sa volonté. Son destin se jouait à l'instant même, dans un duel entre 2 prédateurs noirs. L'air dans la grotte s'épaissit, devint lourd et visqueux. Le temps s'arrêta. Pour Jean, il n'existait que ce petit espace entre les 2 prédateurs noirs. Le jeune loup, retroussant les babines, fit un mouvement imperceptible, se préparant à bondir. Mais le chef fut plus rapide. Il ne se jeta pas en avant. Il fit une fente courte et puissante, heurtant le prétendant de l'épaule à la poitrine. Le choc fut si violent que le jeune loup fut projeté d'1 mètre, heurtant le mur avec un bruit sourd. Il se releva aussitôt. La fureur dans ses yeux jaunes se mêlait à l'humiliation. Il se jeta à nouveau, visant la gorge du chef. Mais ce n'était pas un combat d'égal à égal, c'était une punition. Le chef n'esquiva pas. Il accueillit l'attaque, soumettant le jeune loup sous lui. Il n'y eut ni blessure déchirée, ni sang. C'était une démonstration de supériorité absolue. D'énormes mâchoires se refermèrent sur la nuque du prétendant, et le chef le secoua avec force comme une poupée de chiffon. Un gémissement plaintif et étouffé se fit entendre. Le reste de la meute, regroupée, observait en silence, sans intervenir. Il connaissait les règles. Le chef relâcha son ennemi vaincu. Le jeune loup, respirant lourdement, tenta de se relever, mais le chef le cloua au sol avec sa patte. Il pencha son énorme tête balafrée et le regarda droit dans les yeux. Un grognement bas et guttural roula dans la grotte. C'était un langage que tous dans cette meute comprenaient. Le langage de la force et de la hiérarchie. Le jeune loup cessa de se débattre. Il gémit, rentra la queue, et dès que le chef relâcha sa prise, il rampa jusqu'au coin le plus sombre et le plus éloigné de la grotte, où il se tut, se transformant en une misérable boule tremblante de fourrure noire. Le duel était terminé. Le chef resta encore quelques secondes au centre de la grotte, promenant un regard lourd sur la meute. Personne ne bougea. S'assurant que l'ordre était rétabli, il se tourna et regarda droit vers Jean. Dans son regard, il n'y avait ni chaleur, ni gratitude. C'était le regard d'un propriétaire qui venait de nettoyer les déchets de son territoire. Il semblait dire, « Tu es mon problème, et c'est moi seul qui décide de ce qu'il adviendra de toi. » Après cela, il retourna à sa place, se roula de nouveau en boule et sembla s'endormir. La meute, obéissant à son exemple, commença également à s'installer pour la nuit. Jean expira. Il n'avait même pas remarqué qu'il avait retenu sa respiration tout ce temps. Son corps était secoué d'un grand frisson, mais ce n'était plus de peur. C'était dû à la tension nerveuse subie et au froid,
qui maintenant que l'adrénaline était retombée, s'emparait de lui avec une force renouvelée. Il comprit ce qui venait de se passer. Le chef n'avait pas protégé lui, il avait protégé l'ordre dans la meute. L'homme était le catalyseur, la cause du conflit, et le chef avait éliminé ce conflit de la manière la plus efficace possible. Mais l'effet secondaire fut que la vie de Jean avait été sauvée, une fois de plus. Il s'enveloppa plus étroitement dans son anorak, mais cela n'aidait pas. Le froid venait du sol en pierre, des murs. Il pénétrait jusqu'aux os. Le tremblement devenait incontrôlable. Ses dents claquaient. Il savait ce que c'était. Les premiers signes d'hypothermie. S'il ne faisait rien, son cœur s'arrêterait simplement dans quelques heures. Il s'endormirait et ne se réveillerait plus. La mort qu'il avait si passivement cherchée sur la glace était venue le chercher ici, dans ce refuge. Et à quelques mètres de lui, blotti en une masse compacte et respirante, dormaient les loups. Leur corps dégageait de la chaleur, une chaleur réelle et vivante. Au centre de cette masse noire de fourrure et de muscles, la température était suffisante pour survivre à n'importe quel froid. Mais pour atteindre cette chaleur, il fallait faire l'impensable. Il fallait franchir une ligne invisible. Il fallait entrer volontairement au cœur même de la meute de prédateurs et leur faire confiance. Faire confiance au fait que leur instinct de conservation de la chaleur serait plus fort que leur instinct de faim. Léo s'agitait sur sa rive, comme une bête en cage. La bande d'eau noire était infranchissable. Il parcourut plusieurs kilomètres le long de celle-ci dans un sens, puis dans l'autre. La faille ne se rétrécissait pas. La glace sur son bord était fragile et peu fiable. Tenter de traverser était un suicide certain. Le désespoir fit place à la rage froide du secouriste. Il sortit le pistolet lance-fusée. Peut-être que son père le voyait quelque part sur l'autre rive, mais ne pouvait pas donner de signe. Il chargea une fusée. Une cartouche rouge. Signal de détresse. Visant le ciel bas et couvert, il appuya sur la détente. Avec un sifflement et un hurlement, une étoile rouge s'éleva, illuminant pendant quelques secondes le désert de glace d'une lumière sinistre et sanglante. Dans cette lumière, Léo vit toute l'ampleur de la catastrophe, le corps défiguré et déchiré du lac, un chaos d'amoncellement de glace brisée et les lointaines falaises noires sur l'autre rive, inaccessibles comme une muraille de forteresse. La fusée s'éteignit, et l'obscurité revint, encore plus épaisse qu'auparavant. Il n'y eut pas de réponse. Ni cri, ni signal en retour, rien. Seulement le hurlement du vent. Mais Jean ne pouvait pas voir la fusée. Il était au plus profond de la roche, dans sa prison de pierre, où la seule lumière était le reflet dans les yeux des prédateurs. Le tremblement ne cessait plus. Sa conscience commençait à se brouiller. Des taches colorées flottaient devant ses yeux. Il comprenait qu'il ne lui restait presque plus de temps. Le choix était simple. Une mort garantie par le froid ici, dans son coin, ou une chance infime de survivre là-bas, parmi les loups. Il regarda le chef. Il était couché, la tête sur les pattes, mais son oreille tressaillit. Il ne dormait pas, il écoutait, il attendait. Jean prit sa décision. Lentement, surmontant la raideur de ses muscles, il commença à bouger, sans se lever. En rampant. Chaque centimètre lui coûtait un effort incroyable. Il rampait de son mur froid vers le centre chaud et vivant de la grotte. Le jeune loup dans le coin le plus éloigné grogna, mais si faiblement que cela ressemblait à un gémissement. Le chef ne bougea pas. La louve qui dormait à côté de lui leva la tête, et dans la pénombre, deux yeux d'émeraude brillèrent. Elle observait, mais ne bougeait pas. Jean rampa jusqu'au bord de la couche de l'eau. Il sentait leur odeur, leur souffle chaud. Il s'arrêta à quelques centimètres du corps d'un grand loup qui lui tournait le dos. Un mouvement de plus, et il le toucherait. C'était le Rubicon. Le moment d'une confiance totale et inconditionnelle. Sa main tremblante s'avança. Il ferma les yeux, s'attendant à un grognement, à des crocs acérés, à la mort, et posa sa paume sur la fourrure chaude et rêche du flanc du prédateur. Le loup tressaillit. Ses muscles sous la paume de Jean se tendirent, devenant de la pierre. Tout le corps du prédateur se banda comme une corde. Jean se figea. Son propre cœur s'arrêta. Maintenant, des crocs allaient lui déchiqueter la main. Il attendait la douleur, le cri d'agonie, mais au lieu de cela, il entendit un